Imagine-toi dans la situation suivante. C'est samedi matin, tu es tout seul chez toi, tu décides de te lever pour aller te peser parce que tu es obsédé par ton poids. En effet, tu pèses 115 kg de gras. En effet, tu traverses actuellement une période de dépression. Comme je dis, tu es seul chez toi, mais tu es aussi seul mentalement. Tu n'as eu qu'une relation amoureuse dans ta vie, très peu de potes. Et tu es actuellement à 1 heure de route de ta famille parce que tu avais déménagé pour te rapprocher de ton ex, qui au passage t'a largué comme une merde il y a déjà plus d'1 an. Et donc à force de bouffer constamment de la merde, de te gratifier instantanément, d'acheter des iPhones à crédit, des trucs par-ci par-là dont tu n'as jamais besoin, et également à te matrixer par du contenu dev perso constant que tu n'appliques jamais, au point d'acheter des formations à plusieurs milliers d'euros que tu lâches au bout de 3 jours. Toutes ces dépenses entraînent de semaine en semaine des galères financières de plus en plus profondes jusqu'à ce que tu dois vendre ta voiture. Ce qui veut dire que tu t'es retrouvé à plus d'1 heure de route des seules personnes qui comptent actuellement pour toi, c'est-à-dire ta famille. En plus de ça, tu doutes des quelques potes que tu as pu te faire là où tu es actuellement et de tous les médecins qui t'aident, les professionnels de santé, etc. Parce que toutes ces personnes-là ont des points de vue totalement opposés aux gars dans les vidéos dev perso que tu regardes constamment. Et d'ailleurs, le fait de regarder encore et encore ce genre de même vidéos en boucle ne te sert à rien à part alimenter le contraste entre la personne que tu es et la personne que tu veux être. Ce qui alimente encore plus ton sentiment de mal-être général jusqu'au point où tu dois développer des solutions ultra ingénieuses pour pouvoir bouffer au McDo pour la 4e fois de la semaine. Et pour en rajouter une couche, t'as plus de boulot depuis plus d'1 an, t'as déjà voulu créer ton entreprise mais t'as littéralement échoué sans avoir un client en plus de 3 mois, t'as plein de projets que t'as voulu tenter par le passé qui traînent depuis maintenant presque une décennie, tu rembourses encore pendant plus de 5 ans une ancienne voiture que tu as malheureusement détruite dans un accident et maintenant toutes tes journées ne se résument qu'à marcher dans la rue à 6 h du matin et jouer à Pizza Tower. Même l'ancien McDo dans lequel t'avais bossé ne veut plus te prendre parce que tu les as laissés comme des merdes à la fin de ta période d'essai et chez toi ça ressemble à l'émission C'est du propre. Je vais te poser une question, sois honnête avec toi-même s'il te plaît. Est-ce que à ce moment-là tu te dirais d'ici 1 an je vais me fixer à la fois les objectifs de retrouver un boulot dans le développement web alors que je n'y ai pas bossé depuis plusieurs années, ne plus du tout être à découvert financier, d'ailleurs commencer à investir sérieusement en bourse sur du long terme, perdre 45 kg de gras, racheter une voiture en bon état mécanique pour les déplacements quotidiens, retrouver une estime de moi plus que correcte, de nouveaux potes et un début de vie sociale, devenir SDF puis retrouver un nouveau logement dans une bonne ville en quelques mois et finalement avoir une opportunité de passer un diplôme bien au-dessus du diplôme que tu as loupé il y a quelques années. Soyons sérieux 2 secondes. Est-ce que toi tu penses que tous ces objectifs-là peuvent être atteignables en seulement 1 an, tous à la fois? Si tu as dit non, tu es probablement quelqu'un de normal et pour te rassurer, moi non plus, je ne pensais absolument pas ça il y a 1 an. Et pourtant j'ai réussi à atteindre tous ces objectifs en littéralement 12 mois et pour couronner le tout sans utiliser à 100% la méthode de la volonté, discipline, etc. Et rien que pour fêter cet exploit incroyable de ma vie, je décide de te livrer cette masterclass de manière ultra privilégiée gratuitement sur cette chaîne YouTube dans laquelle je vais te dévoiler toutes les leçons que j'ai apprises et qui m'ont permis d'accomplir tous ces objectifs en 12 mois au travers de la petite histoire de tout ce qui s'est passé durant ma vie pendant cette période-là. Et à la fin, je te donnerai le pack essentiel du dev perso si tu veux commencer sérieusement à avancer dans ta propre vie. Let's go! Partie 1. Quelques infos de base à intégrer pour pouvoir comprendre l'histoire. Tout d'abord, moi, c'est Anto. Je suis né en 1998 et depuis déjà la petite enfance, j'ai été suivi psychiatriquement pour des troubles mentaux divers, notamment TDAH, HPI, etc., etc. Pas mal aussi de syndrome de Gilles de la Tourette, notamment des cris vocaux très forts à l'école, je m'en rappelle. Ce qui a entraîné forcément des difficultés à l'école, des difficultés avec les autres. Ça fait de moi un enfant turbulent. J'ai sauté une classe à l'école primaire, en même temps j'ai changé d'école. Tout un tas d'événements qui ont commencé à me faire sentir à l'écart socialement. Bien évidemment, tout ça a continué à s'enchaîner au collège avec la totale, notamment harcèlement, divorce de mes parents. À l'adolescence, j'ai commencé à sombrer dans les jeux vidéo, la malbouffe. Dieu merci, je n'ai jamais été fumeur ni drogué. À ce moment-là aussi, même dans les projets que je me lançais, je devenais perfectionniste. Mes notes à l'école ont commencé à gravement chuter. J'ai failli redoubler la terminale. J'avais pas du tout confiance en moi avec les meufs. Au lycée, je m'en rappelle, ce que je faisais, c'est que je choisissais une meuf random que je trouvais un minimum belle et je commençais à lui écrire un mot, une petite lettre, parce que j'osais pas aller lui parler en lui disant « Ouais, je crois que je suis amoureux de toi, etc. » alors qu'on s'était jamais parlé, elle savait même pas qui j'étais.
Cependant, quelques exploits quand même positifs dans ma vie. J'ai eu le bac à 16 ans, j'ai eu le permis à 18 ans, j'ai commencé à travailler à 16 ans, du coup juste après le bac, je mettais pas mal d'argent de côté. Au collège, j'avais fait un concours de maths, je me suis retrouvé premier de tout le collège. À l'IUT, on avait fait le concours Voltaire, pareil, premier de tout l'IUT. Et au final, j'ai pris mon premier appartement à 19 ans, à la suite d'avoir signé mon premier CDD d'un an en développeur web. Le problème, c'est que tous ces exploits, déjà à l'époque, je pensais que c'était ridicule, je pensais que c'était des trucs normaux, finalement des exploits que n'importe qui pouvait accomplir. Et comme aucun de ces exploits ne me paraissait exceptionnel, j'avais une estime de moi très fortement limitée, voire même en chute libre. On arrive donc début des années 2020, à ce moment-là, j'achète Becky, mon ancienne voiture, à crédit. C'était ma voiture de rêve à l'époque. Je commence à regarder beaucoup de contenu dev perso en boucle. Je rencontre mon ex sur une application de rencontre. Je commence à me rapprocher de son lieu de résidence au bout de seulement 2 mois de relation. L'année suivante, tout s'est enchaîné avec l'accident, la rupture, l'appendicite, etc., etc. Si jamais certains de ces sujets t'intéressent, je peux les aborder plus en profondeur dans d'autres vidéos distinctes, parce que là, sinon, la masterclass durerait une éternité. Mais globalement, retiens ces informations, elles seront utiles pour comprendre la suite. Partie 2, la situation initiale. Commençons par décrire la situation qui a initié tout le reste du déroulement de l'histoire. C'était le samedi 23 septembre 2023. J'étais à découvert le matin, j'avais envie de mon 4e McDo de la semaine à plus de 30 €. Le problème, c'est que j'avais plus de sous. Et quand je dis plus de sous, c'est pas juste quelques euros dans mon compte ou au pire découvert de quelques dizaines d'euros. Non. C'est plus dramatique que ça. J'étais à découvert de presque 1000 €. J'étais interdit bancaire. J'avais plus le droit d'émettre de chèques. J'étais en pleine procédure de dossier de surendettement avec le service départemental. J'avais du coup vendu ma voiture à cause d'une dette que j'avais envers la formation Ecom Pro de Yomi Denzel que j'avais abandonnée au bout de 2 semaines parce que j'avais pas confiance en moi sur le fait de l'appliquer. Et donc j'étais contraint de me balader à pied dans ma ville pour pouvoir essayer d'aller acheter à bouffer avec, comme on dit, les moyens du bord. À ce moment-là, vu que j'étais interdit bancaire, la seule solution que j'avais pour pouvoir utiliser malgré tout une CB, c'était de me faire un compte nickel, sauf qu'il fallait que j'active mon nouveau compte avec un billet de 20 € que je ne pouvais même pas retirer. J'ai donc voulu aller vendre un ordinateur à Cash Express, littéralement qui valait plus de 300 balles et que j'ai encore aujourd'hui, sauf que Cash Express a refusé le rachat à cause du trackpad où il fallait appuyer un petit peu fort pour qu'il marche. Évidemment, la petite merde que j'étais à l'époque a eu une réaction disproportionnée par rapport à l'événement. Quelques minutes après, j'étais en train de marcher tout seul dans ma ville et je m'en battais tellement les cacahuètes de ce qui pouvait m'arriver que je commençais même à traverser les passages piétons sur des routes à 50 sans même que les voitures ne me laissaient passer, en me disant peu importe ce qui m'arrive, c'est le destin. Quelques minutes après, je décide de me rendre une nouvelle fois aux urgences psychiatriques de l'hôpital de ma ville. Et après plusieurs tentatives de me rendre aux urgences pendant plus de 2 ans, je sais pas pourquoi, mais enfin, c'est accepté. Petite parenthèse, je précise qu'à chaque fois que je tentais d'aller aux urgences quand j'étais pas bien, notamment les soirs et les week-ends, j'avais cette impression, si jamais ça arrive à certains d'entre vous, de devoir toujours trouver le bon texte pour être compris des personnes qui me reçoivent. Mais bref, après avoir appris que j'étais accepté dans l'hôpital pour un séjour, il s'est passé un truc dans ma tête. Je sentais le début d'un truc incroyable. Après une bonne nuit de sommeil, on se retrouve le lendemain matin pour continuer le tournage. Partie 3, septembre-octobre 2023. Mon séjour à l'hôpital, le meilleur investissement temporel de ma vie. Une fois donc arrivé à l'hôpital pour le début de mon séjour, je me sentais incroyablement bien. Je ne savais pas ce qui m'arrivait, mais tant mieux. J'avais tout le temps envie de faire du sport, d'aller courir, d'aller faire de la muscu parce que là-bas il y avait une salle. Il y avait aussi une piscine, donc tous les mardis après-midi il y avait atelier piscine. Il y avait aussi différents ateliers créatifs, de jeux de société, de trucs en groupe, etc. Les moments sociaux étaient incroyables, je m'entendais très bien avec tout le monde. J'avais une alimentation ultra parfaite, je faisais pas un seul écart malgré le fait que certaines nourritures qu'on nous proposait étaient un minimum transformées, voire pas très bonnes pour la santé. D'ailleurs, je crois que mon seul écart alimentaire sur 3 semaines était un Coca Zéro. Voilà, c'est tout. Une canette de Coca Zéro sur 3 semaines. Tout le reste, aucun transformé. J'ai commencé également aussi à bien m'ouvrir l'esprit par rapport aux soins qu'on pouvait me proposer. C'est vrai que jusqu'à là, j'étais vraiment assez fermé dans le sens où je commençais énormément à douter du système médical public en France. Et est-ce que finalement on peut vraiment m'aider ? Je vous jure, j'avais vraiment des pensées de type pourquoi j'écouterais mon psychologue ou mon psychiatre alors que il est pas millionnaire comme Yomi Denzel, quoi. Le matrixé de ouf. Mais du coup j'ai commencé à beaucoup plus m'ouvrir aux soins et à me dire que voilà, ils font leur métier, mais de mon côté aussi je ne prends pas tout ce qu'ils me disent à la lettre. J'essaye de hiérarchiser les conseils, etc. Un peu ce que je fais maintenant aussi, mais je commençais déjà à le faire du coup à l'époque. Pour la petite précision aussi, je suis arrivé à l'hôpital à peu près 110 kilos. La première pesée du week-end là-bas, je faisais 108,2, un truc comme ça. Je parlais également de sport. C'est vrai que là-bas je me sentais ultra motivé. Dès qu'il fallait
aller à la salle de sport, aller nager à la piscine, ou même je marchais énormément, je courais tous les jours. D'ailleurs, c'est là-bas que je me suis lancé pour la première fois le défi 70 000 pas le 7 octobre 2023. Et j'ai réussi. Comment ça s'est passé? C'est très simple. Le samedi matin, alors que je sortais de la douche autour de 9 h, je me suis dit de manière ultra spontanée: et tiens, et si je faisais 70 000 pas aujourd'hui? Ça n'a pas loupé. J'ai passé la journée à me convaincre que j'allais y arriver. Et j'y suis arrivé. Même si je devais passer les dernières 90 minutes à faire des pas en boucle dans ma petite chambre d'hôpital de 3 mètres carrés. Je lisais énormément aussi à l'hôpital. J'avais vraiment officiellement commencé une période intensive de lecture de plus d'un an qui continue toujours actuellement d'ailleurs. Mais là-bas, je lisais pas mal de livres sur mon iPhone, comme par exemple Réfléchissez, devenez riche, Arrêtez d'oublier ce que vous lisez, La thérapie cognitive et comportementale pour les nuls, et encore quelques autres. À ce moment-là, c'était aussi la Coupe du Monde de rugby et mon ouverture d'esprit plus mon envie de faire du sport m'a tout naturellement ouvert à vouloir connaître le rugby, comment ça fonctionnait, etc. C'est vrai que j'avais été énormément éduqué dans une famille où on était plus foot et j'aimais bien, voilà, découvrir le rugby, on regardait les matchs, etc. C'était vraiment incroyable. Petit détail aussi, je pense, qui a dû aider dans le fait que je me sentais bien sur le moment, c'est que j'avais repris la pratique du catholicisme. Faut savoir que depuis tout petit, je suis baptisé, etc. Je suis issu de famille d'origine portugaise et donc catholique. Et quand j'étais à l'hôpital, j'écoutais beaucoup de podcasts, notamment Papacito, qui m'a énormément motivé à me remettre justement à pratiquer la religion. Et donc tous les dimanches là-bas, j'allais à la messe de l'église de l'hôpital et je pense que ça m'a fait beaucoup de bien aussi. La dernière pesée avant de sortir de l'hôpital, je faisais 97 kilos. J'ai donc perdu 9 kilos en 3 semaines et je me sentais tellement bien que au dernier rendez-vous avec le médecin, je lui disais que je me sentais prêt à partir, à rentrer chez moi. Le souci, je m'en rendrai compte plus tard, c'est que j'avais l'impression d'être heureux sur le court terme. Mais sur le long terme, selon moi, il restait encore beaucoup d'insécurité à corriger. Ce qui a fait que lorsque je me suis retrouvé chez moi, j'ai douté sur le fait que est-ce que finalement j'aurais pas dû rester un peu plus longtemps. Et je vais t'expliquer ça dans la partie 4. Retour chez moi, octobre, novembre, décembre 2023. Après avoir quitté l'hôpital en taxi et après avoir dit au revoir à tous les gens avec qui je m'entendais bien et au passage après avoir glissé un petit mot à une infirmière que je kiffais à l'époque, d'ailleurs si elle regarde la vidéo, salut à elle, ça m'étonnerait mais... J'étais donc officiellement rentré chez moi après un séjour de 3 semaines et au début je commençais à essayer de suivre les bonnes habitudes que j'avais adoptées, c'est-à-dire voilà le sport, la lecture, marcher, courir, une bonne diète, tout ça, aller à la messe le dimanche. Voilà, j'avais tenu 2-3 semaines nickel, mais je sentais que c'était pas pareil, je sentais que je recommençais à être un peu seul et que c'était aussi beaucoup plus dur de faire certaines choses, notamment le fait de courir. Je précise aussi que j'étais toujours à plus de 90 kilos à cette époque-là. Le fait de courir, c'est vrai que courir tout seul et en plus j'étais revenu dans ma vie où c'était pas forcément que du plat contrairement au terrain idéal de l'hôpital, c'est vrai que c'était voilà, ça a été plus compliqué de courir 5 minutes autour de chez moi que 40 minutes dans l'enceinte de l'hôpital. Et ça a été des choses comme ça et je précise aussi, ça va être important pour la suite, mais il y a une autre patiente de l'hôpital avec qui je m'entendais bien, on avait sympathisé etc. et on avait commencé à se revoir assez souvent au point où en fait on dormait souvent l'un chez l'autre et on s'entendait assez bien. Au final, ce qui s'est passé, c'est que derrière j'arrivais plus tellement à être tout seul et en fait j'avais pas encore énormément confiance en moi à l'époque, notamment avec les relations au sexe opposé. Ce qui devait arriver arriva à chaque fois que j'avais plus de nouvelles de cette personne qui, je le précise, ou peut-être inutile de le préciser mais on ne sait jamais, elle était aussi en HP, donc avec une estime d'elle-même assez faible, une histoire assez dépressive, tout ça. En général ces gens-là ont des moments aussi, ce que je comprends maintenant totalement, où ils répondent pas forcément aux messages sur plusieurs jours, etc. Mais c'est vrai que sur le moment, moi j'avais ce truc de dès qu'elle répondait pas à mes messages, j'étais anxieux et à côté de ça, je voyais personne aussi. Je rappelle dans l'histoire que j'avais pas de voiture. À chaque fois, c'était un gars qui me prêtait une voiture, un gars que je connaissais pas tellement, qui me prêtait une voiture, etc. Et donc j'étais à 1 heure de route de ma famille. Autrement dit, à part cette meuf, ce gars qui me prêtait sa voiture et mon meilleur pote qui venait de temps en temps, 1 à 2 fois par mois, me voir, en fait je voyais littéralement personne. Tout ça a fait que malheureusement après une série de plus de 60 jours sans fast-food, j'ai dû repartir au McDo mi-novembre 2023. À ce moment-là, j'étais remonté à peu près 100 kilos et j'ai stagné donc autour de 100 kilos jusqu'à mi-décembre 2023. Je précise aussi que à un moment, je sais plus ce qui s'est passé, mais j'avais eu une aide supplémentaire de la CAF, je crois que c'était une erreur ou un truc comme ça, et j'avais décidé donc de les mettre de côté pour me racheter une voiture. Le souci, c'est que j'étais tellement dans un état mental catastrophique et hyper impatient. Je commençais à chercher des voitures sur le bon coin, mais avec un budget très serré, à savoir
1500 €, étant dans ma tête à ce moment-là un éternel enfant capricieux, impatient et n'ayant eu que des Peugeot. Tout naturellement, je me suis tourné vers une 207 de 120 chevaux. Le souci, c'est que à 1400, non, elle était à 1600 balles à la base. Je l'avais négociée à 1400 balles. Et en fait, le souci, c'est que c'était une arnaque. J'ai fait littéralement 2 heures de train pour acheter cette merde. Dans ma tête, en plus, inconsciemment, je sentais le truc venir, mais j'étais là en mode, j'étais tellement pas bien, je me suis dit vas-y, c'est pas grave, allez, je prends la voiture, j'assumerai plus tard les conséquences, s'il faut je répare, je mets les sous dedans pour la réparer, etc. Bref, en gros, littéralement, j'ai acheté la voiture, je suis monté dedans, elle a démarré, elle faisait un bruit de sans permis en mode... Là où ça m'a fait tilt, c'est que en légère montée à 50 km/h en troisième, en fait elle ralentissait, elle avait 120 chevaux, je précise, bordel. Donc effectivement cette voiture avait énormément de problèmes, etc. Et le simple fait de repenser au moment où j'avais acheté cette voiture, même là encore j'y pense, ça me fait quelque chose, je me dis putain mais j'ai été con. Mais à l'époque ça me stressait de ouf, je me suis dit putain mais je suis déjà en galère financière, dès que j'ai un peu d'aide, je rachète une bagnole qui au final c'est encore une ultra merde, enfin bref, des trucs comme ça. Et voilà, donc au final ça a été le récap de... novembre-décembre. Donc à ce moment-là aussi, je précise que j'allais souvent pas mal chez ma mère en train du coup, et ça me remontait un peu le moral. Mais voilà, j'étais quand même assez mal cette période. Au final, ça a été une légère redescente aux enfers suite à l'euphorie de l'hôpital. Petite transition avec la partie suivante. À ce moment-là, on m'annonce que dans la région donc où vit ma mère et où je vivais avant, à savoir le Pays Basque, il va y avoir une nouvelle opportunité, un nouveau fast-food quick qui va ouvrir à ce moment-là. Donc je précise qu'on est en décembre 2023 à cette époque. Et donc je me dis actuellement, j'ai pas tellement de boulot. Et d'un côté, j'avais ce petit truc inconsciemment aussi qui faisait que je voulais repartir vivre autour de Bayonne. Je précise qu'à ce moment-là, donc j'étais à Orthez pour les connaisseurs. Et donc tout naturellement, je me suis dit, vas-y, sur un coup de tête, tu t'en bats les couilles, tu postules. On verra bien ce qui se passe. Dans tous les cas, qu'est-ce qui peut t'arriver de plus maintenant? Partie 5, fin décembre 2023, début 2024, début du travail en fast-food et retour chez ma mère. Donc je suis accepté effectivement dans ce fast-food pour commencer à y bosser en CDI temps plein. Au début, je suis un peu en petit conflit interne en me disant ouais, je suis des ambitions, voilà, milliardaire, entrepreneur, enfin millionnaire, entrepreneur, tout ça, bref. Et d'un autre côté, je me dis mais je me retrouve à Quick, mais qu'est-ce que je fous là? Mais d'un autre côté, il y a quand même ce truc, cette petite voix de la raison dans ma tête qui se dit écoute, c'est temporaire, vu la situation dans laquelle tu partais, je pense que c'est bien de commencer le jeu avec le niveau 1, voilà, des choses comme ça qui voulaient me rassurer. À côté de ça aussi, je parlais avec les patrons. Ils étaient quand même très contents de moi. C'est vrai que je me montrais en... J'aime pas employer exemple, c'est pas le terme, mais voilà, c'est vrai que j'avais déjà fait du fast-food avant et en général, voilà, je connais ce genre de métier. Je sais bien faire les choses, respecter les process, etc. Surtout moi qui suis assez carré et perfectionniste dans tous les domaines de ma vie. C'est naturel pour moi que de pouvoir assurer ce genre de métier. Donc je précise aussi que effectivement, je dormais chez ma mère tous les jours pendant cette période, à savoir que au tout début quand j'ai commencé à bosser là-bas avec ma mère et mon beau-père, on s'était mis d'accord en mode tu dors à la maison. Par contre nous à la base on n'avait pas trop de place et donc tu dors à la maison, mais attention, on gère ton argent, tu ne seras plus à découvert, on va rembourser le découvert, même si tu dois rien t'acheter du tout, c'est nous qui allons gérer ton argent et à côté de ça tu es obligé de travailler, tu restes pas à la maison sans rien faire. Bien sûr, quand il me disait travailler, il me disait faire ce qu'il juge un vrai travail. Parce que moi, j'avais déjà en tête que je voulais passer la journée sur le PC pour travailler sur un business à moi, etc. Mais voilà, je pense que ça a été quand même une bonne chose de les écouter. Parce que même aujourd'hui encore, je sais que j'aurais du mal à travailler toute la journée sur mon business si j'ai pas d'autres trucs à côté pour me cadrer. Petite précision aussi, vu que j'ai toujours pas de voiture, la 207, elle est au garage et elle y restera pendant plus de 3 mois. Je suis obligé d'alterner entre aller au boulot en bus ou en prenant la voiture de ma mère. À ce moment-là aussi, je prends donc la décision que je vois sur le moment comme un énorme risque, mais c'est pas grave. Je savais déjà que prendre des risques maîtrisés, c'était une bonne chose, mais je décide donc de rendre l'appartement d'Orthez courant janvier 2024. À ce moment-là, donc un mois plus tard de préavis, je me retrouve officiellement sur les papiers SDF. Bien sûr, je précise que je dormais toujours chez ma mère, donc pas d'inquiétude à ce niveau-là. Mais très vite, la réalité du fast-food commence à me rattraper, à savoir le fait de bosser jusqu'à tard, les horaires, de ne jamais ou très rarement respecter le fait de partir à l'heure, le fait de prendre autant de pauses que prévu, et finalement le fait de sentir que j'aurais pu évoluer vers un poste, notamment formateur, manager, etc., mais que l'on ne me propose pas alors que d'autres personnes arrivées après moi ont leur proposé, ce qui a pu créer pas mal de tensions aussi, notamment par le fait que j'étais pas le seul à ressentir la même impression. Bref, la bonne nouvelle cependant, c'est que ne serait-ce que fin janvier 2024, je n'étais plus à découvert bancaire. Finalement, ce découvert, je ne l'avais plus jamais connu depuis et même encore aujourd'hui. Partie 6, avril, mai, juin 2024, légère redescente aux enfers.
et arrêt de travail. Jusque là, alors on est début avril 2024 et franchement ça commence à aller beaucoup mieux socialement. Je retrouve le Anto qui fait un peu de voilà des blagues de merde, des jeux de mots, humour, etc. D'ailleurs aussi un truc assez inédit, mais j'ai une facilité à taquiner les meufs, à rigoler un peu avec les meufs, etc. Des choses comme ça que je n'avais jamais avant. Et donc justement voilà début avril j'avais tenté un truc avec une meuf, etc. Et ça se passait plutôt bien. Bon après ça n'avait pas duré, mais voilà le fait est que je me reconnaissais pas dans la situation par rapport à avant et je sentais quand même que j'étais beaucoup plus à l'aise à ce niveau-là aussi. À côté de ça, bien sûr, avec les collègues, de temps en temps, on se faisait des soirées, on se faisait des petits trucs, etc. Mais voilà, même si effectivement c'était un boulot comme Quick, le fast-food en général, c'est des boulots assez passagers où les gens ça va, ça vient. Et de toute façon, c'est rarement, je pense, des métiers où les amitiés qui se créent sont vouées à être de très longue date. Mais toujours est-il que j'avais un bon début de vie sociale quand même à l'époque, que j'avais pas connu depuis plusieurs années avant. D'ailleurs aussi, petite précision, à ce moment-là, donc début avril 2024, on avait une soirée de famille le premier samedi et surprise, à ce moment-là, je faisais 80,7 kilos. J'avais donc perdu pas mal de poids, à peu près 30 kilos depuis le début. Et évidemment, ça n'a pas loupé. Toute ma famille était surprise de me voir. Waouh, t'as maigri, c'est incroyable et tout. À ce moment-là, je me sentais d'une fierté incroyablissime. Bref, donc je disais aussi, voilà, le souci, c'est que il y avait toujours ce niveau de fatigue lié au fast-food, etc. À côté de ça aussi, ben, il y avait les enfants en bas âge qui sont chez ma mère actuellement, famille d'accueil, je précise, qui faisait qu'en fait, j'avais énormément de mal à dormir la nuit. À côté de ça, je mangeais pas forcément bien aussi. Je buvais encore pas mal de Monster, etc., etc. Je bouffais Quick aussi puisqu'il y avait les repas équipiers. En fait tout ça a créé d'énormes niveaux de fatigue, d'énormes niveaux d'anxiété inédits et pareil des gros manques d'attention, des oublis de mémoire carrément inédits. Des trucs que j'avais jamais connus avant. À côté de ça, voilà, il y avait pas mal encore aussi de tensions au boulot, notamment des collègues qui étaient partis parce que ils n'étaient pas rémunérés ni valorisés à leur juste valeur, des choses comme ça, etc., etc. Bien évidemment, petite précision aussi, si certains collègues regardent la vidéo, je ne dis pas ça pour dénigrer ni effectivement ce restaurant, ni les personnes, ni les patrons, etc. C'est vraiment juste des ressentis personnels et c'est surtout pour que tu puisses comprendre l'histoire de la vidéo. Mais sinon, ça se passait quand même très bien avec tout le monde là-bas. Et d'ailleurs, gros big up à toutes les personnes qui ont contribué à la première année de ce Quick. J'ai commencé aussi début avril donc à voir une psychologue et je la voyais au début une fois par semaine. Ça se passait quand même assez bien, je sentais que je me livrais beaucoup plus qu'avant. J'arrivais à me donner des détails que avant j'en parlais même pas en fait. Parce que avant, c'est vrai que quelques années avant, je disais rien au psy parce que j'avais peur que même le psy puisse me juger. Bizarrement cette année, je sais pas ce qui s'est passé, mais c'était voilà, je disais pas mal de choses. J'étais finalement beaucoup plus libre, beaucoup plus libéré d'évoquer des choses qui étaient enfouies en moi depuis parfois même une décennie. Mi-avril, je récupère la 207 et je me dis ça y est, elle est tirée d'affaire pendant 10 minutes. En effet, ça y est, le voyant moteur qui était là depuis le début, il a disparu. 10 minutes après, il revient parce qu'il y a encore un problème et un autre, etc. Je me dis, putain, je m'en sortirai jamais avec cette bagnole de merde. Un petit détail à la con, j'avais acheté 2 mois avant une liseuse pour lire sans pouvoir être tout le temps sur mon téléphone. Et au bout d'un moment, je la sors de mon sac, l'écran était pété, j'avais eu pareil, réaction émotionnelle disproportionnée. Je commençais à me dire, ouais, je fais que perdre de l'argent, voilà, 100 balles dans une liseuse, 4000 balles dans les réparations d'une voiture qui marche toujours pas, des trucs comme ça, des trucs comme ça. Bref, gros doute de moi, tout ça, donc je me dis plus l'anxiété, la fatigue, toutes ces choses-là, surenchaînées, qui font que, ben, en fait, mon moral, il faisait montagne russe. Et donc, ça a entraîné inévitablement un arrêt de travail depuis mi-avril. À ce moment-là, dans ma tête, j'étais considéré SDF, même si voilà, comme je disais, je dormais chez ma mère. Ça se passait bien dans l'ensemble, mais j'avais quand même ce truc de voilà, j'arrivais pas à dormir, je voulais être seul aussi. Je précise que quand j'avais encore mon appartement janvier-février, bah, quand c'était mes jours de repos, je rentrais un peu me reposer tout seul chez moi, mais là c'était fini, j'étais obligé de rester tout le temps chez ma mère et donc j'avais plus vraiment de moments où je pouvais être seul dans mes pensées ou alors à travailler sur l'ordi sur un projet qui me faisait kiffer, des choses comme ça. En fait, c'était vraiment ce qui est normal d'ailleurs, mais j'étais tout le temps en fait contraint de voilà, d'aider aux tâches ménagères, etc., au moins un minimum. En fait, mes journées c'était vraiment donc à partir de l'arrêt de travail, du coup c'était je restais chez ma mère, j'aidais, etc. J'avais peut-être 2-3 heures d'ordi par jour et juste le soir je prenais la voiture de ma mère du coup et j'allais marcher dans le village à côté par exemple. Donc là du coup on est toujours dans la partie avril, mai, juin et donc courant juin je décide de démissionner de Quick car on m'avait proposé un meilleur boulot. D'ailleurs c'était justement des collègues de Quick qui avaient trouvé ce boulot en me vantant tous les bienfaits desquels je bénéficierais donc en intégrant cette entreprise. C'était également une entreprise de restauration, cette fois-ci dans le hot dog. Et donc je décide de quitter Quick pour de bon et de postuler dans cette enseigne. Partie 7, juillet-août 2024, le dénouement. Je suis donc accepté dans cette entreprise de hot dog.
Et très vite, je me dis, waouh, c'est génial et tout. Effectivement, je ressens en fait directement tous les bienfaits que j'avais pas avant, à savoir, ben voilà, il y a quand même de meilleurs horaires, on travaille pas après 22 heures, on travaille pas le dimanche, des choses comme ça. C'est une toute petite équipe, donc on s'entend aussi très très bien. Les avantages, finalement, le salaire est un peu meilleur. Il y a des tickets resto, des trucs comme ça, etc., etc. Et en plus de ça, les deux chefs sont cool. Ils avaient à peu près mon âge, voire un petit peu moins pour l'un des deux. En fait, il y a un des deux chefs d'ailleurs qui me dit, tiens, on était en train de discuter sur nos vocations entre guillemets. Et là, je lui parle de l'informatique, le développement web, etc. Et là, il me dit, tiens, je connais un gars. Et là, il me dit, tiens, j'ai quelqu'un dans mon entourage qui bosse justement dans une boîte informatique pas très loin, à 20-30 minutes d'ici, quoi. Et moi, je me dis, tiens, vas-y, c'est marrant et tout, ouais, vas-y, je vais postuler. Enfin, il me dit, du coup, ouais, vas-y, passe-moi ton CV si tu veux. Donc, il me donne son numéro, voilà, je donne mon CV, etc. Je postule. Quelques semaines après, donc, j'ai droit à un entretien en visio qui se passe très bien. Mais derrière, après, j'ai plus de nouvelles pendant plusieurs semaines, pendant plus d'un mois d'ailleurs. Je me demande qu'est-ce qui se passe, ça traîne, etc. Bon, après, je me dis, c'est vrai que en général, les recruteurs ont pas mal de CV, donc je décide de les relancer, etc. Timide comme j'étais quand même à l'époque, j'avais fait, je crois, une relance par téléphone. Il n'y avait pas eu de message, enfin, il n'y avait pas eu de réponse, et donc après, c'était que des relances par mail toutes les semaines. J'avais rien eu pendant à peu près un mois et demi. À ce moment-là aussi, je précise que je suis encore dans des niveaux d'anxiété très 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 élevés, voire extrêmes, parce que j'ai pas d'appart. Et en fait, bah, forcément, c'était l'été sur la côte basque. Ceux qui connaissent, je pense que vous avez compris. Mais voilà, parce que du coup, j'étais en grosse anxiété permanente, en mode putain, mais j'aurai jamais d'appart, qu'est-ce qui se passe? Et je commençais à douter, je commençais à me dire pourquoi moi on me refuse, etc. J'avais tendance à oublier que j'étais loin d'être le seul et que j'étais pas non plus dans la pire situation possible. Mais voilà, j'avais donc une énorme anxiété et en fait, je voyais aussi ce truc de l'idéalisation, c'est-à-dire ben là en gros j'avais l'impression que ouais, ma vie c'est de la merde, par contre ma vie elle sera ultra incroyable quand j'aurai l'appart, voilà, je travaillerai sur mon business, je me coucherai à 22 h, je mangerai ultra bien, je ferai pas un seul écart, etc., des trucs comme ça. Bref, mais en attendant, voilà, grosse anxiété, tout ça, énormément de mal à dormir, toujours les pertes de mémoire, les trucs comme ça, etc. Je voyais aussi toujours ma psychologue, etc. Bref, à ce moment-là, mes potes de Quick, j'avais de moins en moins de nouvelles, je crois que j'en voyais plus que 2 ou 3 sur une quinzaine avant, et donc depuis avril jusqu'à fin juillet, je stagnais autour de 82 kilos, j'oscillais dans ces eaux-là. On passe maintenant au mois d'août, et là, le mois d'août a été quand même incroyable. Après plusieurs mois d'hésitation, je décide de lancer ma diète en mode salade, de me lancer à la muscu 3 fois par semaine de manière pas prise de tête et tenable sur le long terme. Je lance ma chaîne YouTube officiellement avec la première vidéo le 10 août, et finalement, j'ai des nouvelles de la boîte avec laquelle j'avais eu un entretien. C'était en réalité pour intégrer une formation professionnelle, donc quand même à titre d'employé, mais sur 18 mois, pouvant donner à la fin un titre de niveau Bac+4. Ce qui est donc bien au-dessus du DUT que j'ai loupé en 2018. Au début, je paraissais un peu hésitant parce que j'avais cette ambition d'entrepreneur, etc. Mais je me suis dit, au pire, t'y vas, tu verras bien, ça peut être l'opportunité de ta vie. Effectivement, j'ai fait cette journée de présélection, j'ai su que j'étais pris et je suis encore dans cette formation aujourd'hui. Et c'est incroyable. Cette journée-là de présélection avait eu lieu donc le 19 août et dès le lendemain, j'étais déjà en train de rechercher des appartements, cette fois-ci dans cette région, à savoir la région autour de Dax. Finalement, après avoir visité 5 appartements dans la même journée, le mardi 27 août, je trouve celui-ci. Et là dans ma tête, c'est... Bref, je sens que c'est vraiment le début d'une période ultime de ma vie. D'ailleurs, pour préciser, fin août, je suis à 78 kilos. C'est moins 30 kilos par rapport au tout début, moins 37 kilos par rapport à mon max qui était de 115 en mars 2023. Et je vois déjà beaucoup de choses qui ont changé. J'ai oublié de préciser aussi, mais j'ai pu mettre suffisamment de côté jusqu'en mai 2024 pour pouvoir me racheter ma voiture actuelle qui est une 206. J'avais tellement plus confiance en moi dans le fait d'analyser des annonces de voitures sur le bon coin et d'aller les voir en vrai pour voir si tout allait bien que mon beau-père a dû m'accompagner. Mais finalement, lui comme moi, on l'a trouvé en très bon état mécanique et je l'ai acheté peut-être sur un coup de tête, mais je sentais qu'elle était vraiment bien. Et en plus de ça, c'est marrant parce que elle était rouge. Ça faisait un moment que je voulais une voiture rouge et finalement... je l'ai, c'est incroyable tout ce qui se passe en 2024. J'avais oublié de le préciser dans la partie concernée, mais donc depuis le 5 mai exactement, j'ai une voiture, c'est bon, j'ai plus ce problème, si ce n'est que je dois me débarrasser de l'autre, même si voilà, je suis prêt à sacrifier l'argent que je pourrais récupérer dessus, tant pis, il faut qu'elle parte, parce que là, elle reste sur un parking. Partie 8.
septembre 2024 jusqu'à maintenant. J'ai enfin donc réussi à faire ramasser la 207 par un épaviste. Je n'ai rien récupéré, mais c'est pas grave. Au moins, j'ai appris des leçons. Finalement, je suis pas hyper attaché à l'argent que j'ai perdu, même s'il y en a pour plus de 4000 balles. Ma vie sociale commence aussi à s'améliorer énormément. Je retrouve d'anciens potes. Je m'entends très bien avec tous les gens que je vois actuellement, notamment dans le cadre du boulot. Je sors une fois par semaine faire des jeux de société dans un bar. Voilà. Il reste encore pas mal de choses, mais globalement, ça va beaucoup mieux dans ce niveau-là aussi. J'ai pu investir une bonne somme en bourse et c'est que le début d'une aventure sur le très long terme. Je vais toujours à la muscu 2 à 3 fois par semaine. Fin septembre, j'étais à 72 kg et aujourd'hui, je suis à 69 kg. J'ai énormément gagné en estime de moi. J'arrive à me fixer des engagements quotidiens, même spontanés, et à m'y tenir. J'ai réussi à réaliser le défi 100 000 pas. Si tu vas aller voir la vidéo, elle est déjà sur la chaîne. J'ai développé aussi inconsciemment ce que j'appelle des piliers forts, c'est-à-dire que même dans les moments où j'ai une faible estime de moi, où je doute et j'ai plus envie de faire grand chose, j'ai quand même ces piliers forts qui me poussent tout naturellement, j'ai pas forcément besoin de discipline, à faire quand même quelques actions. Par exemple, un pilier fort que je pourrais citer, c'est la muscu. Peu importe ce qui se passe actuellement, je vais toujours à la muscu au moins 2 fois par semaine. Partie 9. Maintenant et ensuite, comme je disais, j'ai encore quelques périodes de doute, de manque d'estime de moi, inconscient, etc. en ce moment. Notamment aussi, jusqu'à il y a quelques semaines, j'avais des gros doutes sur le choix de mon projet. Est-ce que finalement je dois continuer cette chaîne YouTube ou est-ce qu'à côté je me lance pas full dans le dev, etc. etc. J'ai réussi entre temps à réfléchir à ce choix. Aujourd'hui, je combine les deux. Pourquoi je devrais choisir alors que les deux c'est mes passions? J'arrive donc beaucoup plus facilement et inconsciemment aussi à lâcher prise, à adopter le bon mindset dans quasi toutes les circonstances. Il y a encore énormément bien sûr de points à améliorer, notamment au niveau de la diète, au niveau de certaines addictions comme le sucre ou YouTube, quelques compétences sociales, le fait bien évidemment d'améliorer mes compétences sociales aussi, notamment avec le sexe opposé, et aussi encore quelques dépenses compulsives, beaucoup dans la bouffe, parfois aussi dans des petits gadgets dont j'ai pas vraiment besoin, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que voilà, les McDo à 30 balles et les iPhones à crédit, c'est fini. L'iPhone SE 2020 il me va très bien et je ne ressens aucun besoin d'en acheter un plus cher. Maintenant, toi derrière ton écran, si t'es resté jusqu'à ce stade-là de la vidéo, bravo, tu es une personne incroyable. Mais c'est pas fini, on arrive maintenant au cœur, à ce que je pense tu attendais depuis le début, à savoir la partie 10, les différentes leçons que j'ai pu tirer de ces 12 mois. Ces leçons ne sont pas forcément dans un ordre particulier, car selon moi, elles sont toutes importantes. Bref, c'est parti. Leçon numéro 1, on accomplit beaucoup plus quand on ne se focalise pas uniquement sur le côté discipline, volonté, force mentale. C'est l'une des leçons les plus importantes et je pense que je suis la preuve vivante de la véracité de celle-ci. Tout ce que j'ai accompli en un an, comme je l'ai dit en intro, je ne pensais absolument pas ça possible un an en arrière. Et donc c'est avec une immense confiance en moi que je te transmets cette leçon aujourd'hui. Leçon numéro 2, s'identifier comme ayant envie de faire une action favorisera réellement tes chances de la faire. Cette leçon vaut notamment lorsque j'arrive à l'hôpital et que je m'identifie, que j'ai envie de faire du sport. Je suis là, je me dis, j'ai trop envie de courir, j'ai trop envie de faire du sport, j'ai trop envie là d'aller faire de la muscu, soulever des poids, etc. Le simple fait de me répéter ça dans mon cerveau et même de répéter ça aux gens autour faisait de moi quelqu'un qui avait vraiment envie d'aller faire du sport. Et donc tout naturellement, ça m'a motivé à y aller beaucoup plus souvent et de manière beaucoup plus intense. Leçon numéro 3, un retour à un environnement familier peut nous faire rechuter après une période ultra productive. Cette leçon concerne, tu l'auras compris, le retour chez moi après l'hôpital. Il m'a suffi de me retrouver tout seul et dans un environnement peu productif pour revenir à mes habitudes et subir une redescente mentale aux enfers malgré une période de 3 semaines où je me sentais bien comme jamais. Leçon numéro 4, quand on est vraiment mal, on a tendance à rationaliser des décisions débiles par impatience. Cette décision vaut notamment pour l'achat de la 207 fin novembre. Je sentais que je faisais une énorme connerie, mais je me voilais la face. Leçon numéro 5, dans la vie, on a tous des avantages injustes. Certains les cachent, mais globalement, les gens s'en foutent. Ce qui compte, c'est la réussite. Cette leçon, ça vaut pour plusieurs choses. Déjà, premièrement, le fait que j'ai pas mal de choses qui m'ont aidé de manière externe à résoudre mes problèmes. Par exemple, le fait que ma mère soit là pour m'héberger alors que j'aurais pu être SDF. Mais cette leçon, ça vaut surtout pour le fait qu'en réalité, j'ai pas fait énormément d'efforts sur toute l'année pour perdre le poids que j'ai perdu. Il faut savoir que pendant des années avant, je prenais des cachets en psychiatrie et le simple fait d'avoir arrêté ces cachets a énormément aidé ma perte de poids. Je ne sais toujours pas aujourd'hui si ces cachets ont un effet réel de prise de poids, mais ce que je sais, c'est que c'est des cachets qui ont tendance à me calmer. Le problème, c'est qu'en étant calme, avec toute la merde que je mangeais à côté pendant ces 5 dernières années, j'avais beaucoup plus tendance à prendre du poids. Et donc le simple fait de ne pas prendre les cachets, au mieux, ça me faisait perdre plus facilement du poids. Au pire,
je stagnais simplement. Et je n'ai vraiment pas envie de m'en cacher parce que c'est tout simplement la vérité. Et ça peut d'ailleurs justifier pourquoi une telle perte de poids plus tous les autres objectifs à côté, ça peut en réalité paraître délirant à accomplir pour d'autres personnes. Ce que je comprends totalement. Leçon numéro 6, ne rejette jamais la faute sur les personnes qui gèrent ton environnement actuel, mais apprends à te mettre à leur place. Cette leçon vaut pour quand j'étais chez ma mère, que j'avais beaucoup de contraintes, notamment financières, des contraintes de dépenses, ou des contraintes d'organisation de mon temps et ou de sommeil. Le fait que je devais rentrer à une certaine heure à la maison quand je bossais pas, etc. etc. J'avais au début tendance à me dire putain mais j'en ai marre, je veux être chez moi, ceci, cela. Tout a commencé à aller mieux pour moi quand finalement j'ai fait preuve d'empathie envers ma mère, envers mon beau-père et quand j'ai commencé aussi à être gratifiant pour, encore une fois, le fait que je ne sois pas à la rue, que je puisse être tous les jours au contact de ma famille, notamment de ma petite sœur, etc., etc. Leçon numéro 7, on sous-estime beaucoup trop l'influence de l'attachement aux femmes dans notre développement. En effet, j'avais parlé du fait que début avril, je commençais à m'attacher à une meuf qui bossait avec moi, alors qu'à l'époque, je m'étais dit, je continue de me développer à fond, et plus tard, on verra pour les meufs. Le truc, c'est qu'entre le fait de dire ça et la réalité, il y avait un gap que j'avais tendance à ignorer, même encore un peu aujourd'hui. Leçon numéro 8, s'énerver et rejeter la faute sur les autres ou des choses externes est totalement contre-productif et inutile. Cette leçon vaut bien entendu lorsque j'étais officiellement SDF et que je rejetais la faute sur l'État, sur les assistantes sociales, etc. concernant le fait que je ne trouvais pas de logement. Bien évidemment que cela soit vrai ou non, ça n'était absolument pas utile d'avoir un tel comportement, car au final, en fait, ça me dissuadait de faire quand même tout ce que moi je pouvais faire de mon côté pour maximiser mes chances de trouver un appartement dans l'année. D'ailleurs, leçon numéro 9, ne compte pas sur l'État pour ta situation financière, sociale, etc. Car en réalité, tu n'es pas le seul. C'est une chose que j'avais tendance à oublier, mais en effet, surtout pour trouver un logement sur la côte basque, on est des millions à avoir une demande de logement social en attente. Et mon ego, en fait, avait tendance à me faire oublier cela, à me faire croire que j'étais déjà de 1, le seul, et de 2, dans la pire situation possible, et donc il me fallait un logement très rapidement. Leçon numéro 10, n'idéalise jamais trop vite un nouvel environnement. Cette leçon vaut lorsque je suis passé de Quick au nouveau boulot dans les hot dogs. En fait, au tout début, tout avait l'air de bien se passer pour la seule et unique raison que je ne voyais que les avantages par rapport à mon boulot précédent justement. Mais quelques semaines plus tard, la réalité m'a rattrapé. Je me suis quand même aperçu que ça restait de la restauration rapide malgré tout et que c'était un domaine dans lequel j'étais déjà définitivement dégoûté. Leçon numéro 11 qui est très importante. Si tu es en train de travailler actuellement pour pouvoir avoir un environnement qui derrière te permettra d'atteindre un objectif, tu es déjà en train de travailler pour cet objectif. Cette leçon vaut pour le fait que je cherchais un appartement parce que je me disais que quand j'aurai mon appartement, je pourrais travailler sur mon business sans contrainte. Et donc j'avais pas tellement l'impression que j'étais en train de travailler sur mon business. Mais c'est vrai que les dernières semaines, notamment le mois d'août, j'arrivais beaucoup plus à intégrer le fait que le fait de rechercher un appartement qui derrière pouvait me permettre de travailler sur un business, c'est comme si je travaillais déjà pour mon business. En effet, j'étais en train de me rapprocher du moment où j'aurai mon business qui tourne, etc. Donc quelque part, c'est lié. Leçon numéro 12. Tes résultats positifs sur la santé mentale mettent beaucoup moins de temps à arriver en général que tu ne le penses. Cette leçon vaut déjà de 1 pour l'hôpital et de 2 aussi pour le fait que je me sois mis à la muscu en août. En effet, en quelques semaines seulement, je me sentais déjà beaucoup mieux mentalement et le simple fait de tenir ses habitudes alimentait cette sorte de bien-être global par rapport à avant, même s'il restait pas mal de points d'amélioration. Leçon numéro 13, il vaut mieux agir constamment que trop réfléchir. Cette leçon, encore une fois, vaut pour la mise au sport cet été, la mise à la diète en mode salade et le lancement de ma chaîne YouTube. 3 choses que je continue encore aujourd'hui. Leçon numéro 14, on sous-estime beaucoup trop le pouvoir de notre alimentation sur notre santé physique et mentale, mais on surestime la difficulté de manger sain. Cette leçon vaut pour l'hôpital et même pour la diète en mode salade. C'est-à-dire que dès que j'ai commencé à manger beaucoup moins de transformés, même pour la diète en mode salade, pas forcément 100% du non transformé, mais je me sentais déjà énormément mieux en termes d'énergie, en termes d'humeur, en termes de performance mentale et physique. Et le fait de manger en mode salade, je me prends pas vraiment la tête avec ce que j'achète. Ça m'a permis donc de me dire que je surestimais la difficulté de manger sain. D'autant plus que j'oubliais aussi le fait qu'une bonne diète, ça se construit petit à petit sur du long terme et pas d'un coup. Leçon numéro 15, importante celle-là aussi. Le seul moyen d'obtenir tout ce que l'on veut sans concession est de faire preuve d'une patience sans limite. Cette leçon vaut pour 2 accomplissements majeurs, à savoir l'achat de la 206 et l'obtention de l'appartement à Dax. En effet, j'ai visité énormément d'appartements et je suis allé voir pas mal de voitures, mais après l'achat de la 207, j'ai quand même appris à développer un minimum de patience, ce qui a fait que, notamment dans les appartements que j'ai visités, j'en ai refusé pas mal qui ne correspondaient pas du tout à mes attentes et j'ai réussi
à être récompensé pour ça. Leçon numéro 16. Il faut savoir reconnaître toutes les personnes externes susceptibles de pouvoir nous aider et ne pas en avoir honte. Cette leçon vaut déjà pour ma mère, ma famille en général qui m'a aidé durant cette période très difficile, mais aussi pour la psychologue et de manière générale toutes les personnes, notamment les professionnels de santé de l'hôpital, etc. Toutes les personnes extérieures à moi-même qui ont pu m'aider, qui ont pu mettre leur grain de sel dans la personne que je suis devenu aujourd'hui. Avant tout ça, j'avais honte de reconnaître que certaines personnes pouvaient être en partie responsables de ma réussite et j'étais beaucoup dans ce truc de il faut être responsable, il faut être 100% responsable, etc. Aujourd'hui, j'arrive beaucoup plus à nuancer. Bien sûr, je prends en majorité la responsabilité de changer les choses me concernant, mais derrière, si des personnes peuvent m'aider, si des personnes sont susceptibles mieux que moi d'apporter une certaine valeur dans ma vie, je sais totalement les reconnaître, les remercier, être gratifiant pour ça et ne pas m'en cacher. Leçon numéro 17, il faut parfois accepter de retourner en arrière pour rebondir beaucoup plus haut par la suite. Cette leçon vaut pour mon retour à Quick alors que j'avais des ambitions d'être entrepreneur, milliardaire, etc. J'avais déjà créé mon entreprise et j'avais déjà taffé en développement web avant. Ça aurait pu donc être une décision très difficile à prendre et d'ailleurs c'était le cas, de retourner dans ce que j'appelle un taf standard, voire même standard moins, à savoir être employé le plus bas de gamme possible dans un fast-food. Et pourtant je pense que si je n'avais pas pris cette décision, rien de tout ça ne serait arrivé aujourd'hui. Leçon numéro 18, il suffit de quelques petites actions chaque jour pour maintenir un état de mouvement perpétuel et garder la machine en route. C'est l'état dans lequel je suis actuellement et même s'il y a encore quelques petites périodes sombres, comme je le disais, où je doute de moi, etc., la machine est toujours en route. Tu peux aller voir d'ailleurs ma vidéo sur l'estime de soi qui est sortie il y a quelques semaines. Globalement, je continue quand même de faire énormément de choses avec aussi une certaine facilité par rapport à quelques mois en arrière. Leçon numéro 19, on néglige beaucoup trop le pouvoir d'être entouré socialement. Même si encore une fois, j'ai pas encore connu l'entourage ultime avec des gars entrepreneurs, etc. Un peu finalement un entourage que j'aimerais avoir par la suite. C'est vrai que quand même le pouvoir d'être entouré socialement, c'est ultra important. Ne serait-ce que quand j'étais à l'hôpital, quand j'étais à Quick et même maintenant dans mon boulot actuel. Encore une fois, rien de tout ça n'aurait pu arriver si j'étais resté seul dans mon coin ou juste avoir les 2-3 mêmes personnes constamment. Leçon numéro 20, il suffit de se comparer au soi passé ou à un petit groupe de personnes proches qui n'ont pas certaines choses qu'on a accomplies pour se sentir fier de soi, heureux et gratifiant. Cette leçon vaut bien entendu lorsque je me compare à moi il y a un an et à certaines personnes qui n'ont pas accompli ce que j'ai pu accomplir comme perdre du poids, investir en bourse, etc. etc. D'ailleurs, j'en parle dans la vidéo de mercredi, à savoir se comparer aux autres, est-ce que c'est une bonne idée ou pas. Et pour finir, leçon finale, leçon numéro 21. On surestime trop ses capacités quotidiennes, mais on sous-estime largement ses capacités annuelles. Et pour finir avec cette leçon en beauté, je te propose de t'afficher la photo de ma transformation physique, ainsi qu'une photo générée par IA qui représente ce à quoi je pensais pouvoir ressembler en 2028. C'est-à-dire, éventuellement, au bout d'une transformation physique de 5 ans, 5 ans de lourds sacrifices, de dur labeur et d'impression de ne jamais pouvoir manger ce que je veux. Maintenant que je t'ai transmis toutes ces leçons d'une valeur, selon moi, inestimable, tu vas avoir droit au pack essentiel du dev perso. Et pour éviter que la vidéo soit trop longue, je te mets le PDF correspondant en description. Cette vidéo a demandé des heures, voire des jours de préparation. Alors, j'espère qu'elle t'a plu, j'espère qu'elle t'a motivé, j'espère que t'as kiffé la regarder. C'était un truc de ouf, c'était un énorme plaisir à faire ce tournage. Ce sera un énorme plaisir, mais quand même très long, à faire le montage. Et puis, n'hésite pas à la partager, n'hésite pas à la liker, ça me ferait incroyablement plaisir. Et puis on se retrouve bien entendu dans les prochaines semaines, dans les prochains mois pour surpasser ce point de patinage de l'exponentiel. Et d'ici là, je te dis, porte-toi bien, c'était Anto et ciao!